Super. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire un peu particulier par rapport à ce qu'on fait d'habitude chez FEV. Donc, moi, depuis, certains d'entre vous, là, je vois dans les invités, me connaissent d'avant par rapport depuis mon départ de Dataiku et donc le lancement de FEV qui est une bascule que j'ai opérée en 2019-2020. Il y a pas mal de gens qui me questionnent ou qui m'interrogent, soit en perso, soit quand je suis invité à différents événements ou des podcasts, sur justement cette dualité dans mon parcours et on va dire, le fait d'être passé comme ça de la tech à l'agriculture. Et donc, on s'est dit que ça pouvait faire une occasion de vous donner la parole et de pouvoir m'interroger ou de nous interroger plus globalement chez FEV sur ce que représente cette bascule pour moi et pour nous, j'allais dire. Et donc voilà, c'est le format d'aujourd'hui, c'est un format où vous aurez toute liberté de poser les questions que vous voulez pour qu'on puisse mieux se connaître. Cela étant, il y a quand même beaucoup de sujets qui peuvent être abordés, et puis je ne sais pas ceux précisément qui vous tiendra à cœur de discuter, mais enfin, j'ai plutôt envie de les ranger dans trois catégories pour être capable au moins d'éviter de passer trop facilement du coq à l'âne, et donc en l'occurrence de commencer peut-être par Dataiku, qui est l'aventure qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Peut-être un temps sur Dataiku, un temps sur la bascule et sur FEV, et si vous le souhaitez, un dernier temps sur peut-être un peu plus personnel et sur mes engagements dans l'écosystème, j'allais dire des entreprises à impact plus globalement et peut-être même oui, de manière plus personnelle. Donc ça ferait trois temps, on pourrait y consacrer à peu près 15 minutes à chacun d'entre eux. Ce que j'imagine faire, c'est pouvoir juste faire une mini introduction, après ça dépendra de votre appétit pour poser des questions, j'espère qu'il y en aura plein. Mais de faire une petite phrase d'introduction à chaque fois pour vous réexpliquer de quoi il s'agit, pour les gens qui me connaissent peut-être beaucoup moins bien. Et puis suite à cette introduction, de prendre des questions. Alors pour prendre les questions, donc Colline qui est avec moi et qui travaille au marketing et à la communication chez FEV depuis très longtemps maintenant, m'aidera à organiser cette session. Donc vous avez la possibilité dans Zoom de réagir, enfin de lever la main en cliquant sur le petit cœur qui est en bas de votre écran théoriquement. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer des réactions si vous voulez, mais surtout vous pouvez lever la main. Et donc ça nous apparaîtra dans l'ordre. Et Colline se chargera de vous donner la parole en séquence, on va dire. Et grâce à ça, après, vous pourrez vous. Alors, je ne sais pas si c'est toi, Colline, qui les enlèvera de mute ou si chacun le fera, mais bon, voilà. Et le reste du temps, bah, voilà, comme souvent dans les webinaires, on vous recommande de rester en mute. Ça sera plus confortable pour tout le monde s'il y a des bruits de fond. Voilà, donc j'ai dit un peu le planning. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc il y a un enregistrement du webinaire qui sera fait pour les gens qui n'ont pas pu venir malheureusement aujourd'hui. Sachez que seul, si je comprends bien, Colline, seule mon intervention sera filmée, donc n'ayez pas peur d'apparaître. Bon, ils peuvent laisser les caméras hein, s'ils veulent. Oui. Oui, oui. Après, si vous ouvrez le micro, normalement, ça met en avant votre visage. Mais voilà, si vous voulez pas ouvrir votre micro, vous pouvez aussi poser les questions par le chat et moi, je me poserai les questions à l'oral, pas de problème. Voilà, c'était pour les petites consignes du coup. Si ça vous va, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Donc comme je vous le disais, trois temps. Le premier temps autour de Dataiku. Pour vous dire en deux mots ce que c'est. Donc Dataiku, c'est une entreprise que j'ai montée en 2012, après une douzaine d'années de travail et de carrière en tant que salarié dans le domaine de l'informatique et du conseil principalement autour de l'informatique, hein. Donc je suis resté dans ce secteur-là, dans des entreprises qui s'appelaient à l'époque Unilog, qui maintenant s'appellent CGI. Ce sont des grands acteurs des sociétés de services du numérique. Et donc j'ai monté Dataiku avec trois associés. Dataiku, c'est toujours de fait une société qui édite un logiciel qui permet aux grandes entreprises, principalement, mais aussi aux petites, mais c'est quand même principalement des gros clients, de construire des algorithmes qui leur permettent d'optimiser des pans de leur métier. Donc à l'époque, on appelait ça de la data et de la data science, et puis on est passé par tous les vocables qui ont mûri et qui ont été bien marketés, mais de la data science au machine learning, et puis plus récemment à l'intelligence artificielle. Et donc l'entreprise, elle a maintenant 12 ans. Pendant 7 ans, moi j'y suis resté jusqu'en 2019, j'ai été directeur commercial. Donc on disait Chief Revenue Officer pour le terme anglo-saxon. Et donc c'est moi qui ai été à la manœuvre pour développer les aspects business de Dataiku à cette époque-là et donc construire les équipes commerciales.
J'en suis parti en 2019, ça on aura l'occasion d'y revenir probablement. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée, Dataiku, c'est, je crois qu'il y en a, quand j'ai vu qui travaille chez Dataiku en ce moment, qui compte plus de 1000 personnes à l'heure actuelle, 1000 employés dans une douzaine ou quatorzaine de bureaux dans le monde. J'ai pas le compte exact, j'avoue. Donc voilà, c'est une des entreprises qui est devenue une licorne en 2019, 2018-2019, au moment où moi je partais justement. Et voilà, mais c'est pas pour ça qu'ils sont devenus une licorne, hein. Mais bon, j'espère pas. Donc voilà, bah écoutez, s'il y a des questions, je veux bien, n'hésitez pas là-dessus, ou sinon je broderai, mais c'est pas le but de la séance, donc lâchez-vous. Qui va se lancer en premier? Allez, il y a un Marc. Oui, Salut Marc. Il me semble que tu avais fait AgroParisTech, non? Oui, tout à fait. Pourquoi, suite à AgroParisTech, tu as décidé de te diriger dans la tech plutôt que directement partir dans l'agriculture ou l'agronomie Alors en fait, oui, merci pour la question. Donc moi j'ai en fait j'ai fait Agro Paris-Tech par conviction depuis mon plus jeune âge. En l'occurrence, moi j'ai découvert ce métier d'ingénieur agronome quand j'avais littéralement 11-12 ans au centre au CDI de mon collège. Je me rappelle même précisément de ce moment-là, ce qui est assez fou. Et j'ai souhaité faire ça parce que moi j'avais une passion pour les poissons et plus globalement pour l'environnement, hein, ce qui nous ramène au sujet que je traite plus généralement avec Fev aujourd'hui. Pour autant, j'ai travaillé donc, j'ai suivi ma carrière jusqu'à travailler, pardon, jusqu'à faire AgroParisTech, puis à travailler dans ce domaine-là, et j'ai travaillé notamment 2 ans dans une ferme aquacole qui faisait du bar et de la dorade d'élevage à l'époque. Et donc j'ai effectivement travaillé dans l'agro avant de me lancer dans la tech. Ce qui m'a amené à faire ce virage-là, c'est peut-être une réalisation à 23 ans, on va dire, que ce métier, enfin, qui était plutôt une passion des poissons que de en tant que tel plutôt que de leur élevage et surtout je me suis rendu compte qu'en fait il y avait c'était un secteur qui était malheureusement assez bouché à l'époque et en fait il y avait un appel que certains d'entre vous ont forcément connu s'ils ont le même âge que moi pour les sociétés de services enfin, les SS2I à l'époque qui embauchaient énormément d'ingénieurs généralistes agro en tête mais aussi chimistes mécaniques et autres et qui le formaient dans les métiers de l'informatique qui étaient en plein boom à l'époque malgré la bulle Internet, hein, qui était à peu près au même moment en 2001. Et donc moi, il se trouve que dans mon métier où je faisais du poisson, je faisais aussi beaucoup d'informatique et que c'était une de mes autres passions. Donc je me suis fait un peu attirer dans ces filets-là et il se trouve que ensuite j'y suis resté de début 2001 à 2019. Pour mon plus grand plaisir en plus, hein, qu'on soit clair, moi c'est l'informatique, j'aime ça. Je crois qu'il y avait une autre question, j'ai entendu un truc. oui, c'est moi qui ai levé la main, que je pose la question qui est dans le chat puisque la personne est en open space et ne peut pas ouvrir son micro. Donc c'est Shiraz qui demande qu'est-ce qui t'a poussé à lancer Dataiku et qu'est-ce qui t'a plu et déplu dans cette expérience. Merci Shiraz. Moi, ce qui m'a poussé à monter Dataiku, c'est plutôt qu'est-ce qui m'a poussé à monter une entreprise, puisque, comme je le raconte souvent, quand on a monté Dataiku, on s'est retrouvé autour de l'idée de faire une entreprise dans le domaine de la data. Il a même fallu un tout petit peu de temps, même si c'est allé assez vite, pour qu'on se convainque qu'en fait c'était du logiciel qu'on voulait faire. Il y avait quand même des discussions où c'était pas complètement clair dans les toutes premières avec Florian, Clément et Thomas. Et surtout, on n'avait pas encore une idée, mais pas du tout, de la plateforme qu'on souhaiterait monter, et ça a mis un bon 6 mois pour que ça commence à ressembler à une petite idée et surtout un bon 2 ans avant qu'on arrive sur des choses qu'on peut encore discuter chez Dataiku aujourd'hui, comme le côté collaboratif, le fait qu'il y ait plusieurs profils de personas qui bossent ensemble, le fait qu'on adresse des projets de bout en bout, enfin tout un tas de forces et d'arguments de vente que l'on connaît chez Dataiku pour ceux qui connaissent un peu la boîte, qui sont venus quand même un peu plus tard. Et donc moi, ma motivation, ça a surtout été de devenir entrepreneur après enfin, après une bonne douzaine d'années de salariat. Et à l'époque, pour être très franc, ce qui m'a motivé, c'est déjà d'être libre de ce que je faisais. Moi, je pense que j'ai toujours été
finalement pas ultra à l'aise en tant que salarié. J'avais envie d'avoir ma propre aventure. Euh, et j'ai un petit côté rebelle qui fait que je pense que je suis pas la personne la plus facile à gérer non plus et à manager. Donc, bah, je me suis mis dans l'autre situation. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas forcément facile non plus de gérer les gens hein, quand on a ce tempérament-là. Donc, il n'y a pas de, y a pas de souci. Ou plutôt, il peut y en avoir. Et qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui m'a déplu? Ce qui m'a plu, bah, c'est ce qu'on cherche quand on est entrepreneur, c'est ce côté on construit quelque chose et on voit sous nos yeux émerger un projet. Et ça, je l'ai revécu avec Fev et c'est formidable. Construire, assembler, travailler notamment sur tout ce qui est, j'allais dire, les phases initiales du projet, notamment tout ce qui est autour de la proposition de valeur, du business model, de voilà, toute cette construction très, ce design finalement de boîte qui est formidable. Et ce qui m'a moins plu, après on pourra revenir peut-être sur des considérations plus philosophiques, mais qui sont venues plus après que pendant que j'étais chez Dataiku, autour notamment du rôle de l'IA. Ce qui m'a plus déplu, c'est finalement de gérer l'hypercroissance d'une entreprise. Ça, c'est pas quelque chose pour lequel j'étais prédestiné. Je pense que je le savais avant aussi, avant d'être chez Dataiku. Le truc, c'est quand on monte une boîte, il n'y a personne, je pense, sain d'esprit. Peut-être qu'il y en a maintenant quelques-uns, mais avec l'avènement des startups et tout ce qui s'est passé d'hypercroissance dans ce domaine-là. Mais c'est rare que vous croisiez un fondateur de startup qui vous dise, voilà, quand on sera 1000 on va faire ça. La plupart du temps, on est 2, 3, parfois on est tout seul et on se dit, bah, si la boîte elle fait 20 personnes ou 50 personnes, c'est déjà une immense victoire et qu'on soit encore debout. Et donc, ce qui m'a déplu, c'est quand on a été au-delà de 50 personnes ou 100 personnes et que j'avais des grosses équipes à gérer et qu'on était plus dans le quotidien que dans la construction. Ouais, on t'entend pas, Colline? Pardon. Elle rajoute une question supplémentaire pour donner de l'inspiration. Comment vous vous êtes rencontrés avec les autres cofondateurs de Dataiku? On s'est rencontrés. Moi, j'avais un projet à l'époque qui n'était pas avec Florian, puisque c'est quand même Florian qui est l'actuel, enfin, le CEO de toujours et l'actuel CEO de Dataiku, qui a fait le lien avec Clément et Thomas. On s'est rencontrés avec Florian par un ancien collègue en commun, qui était donc un ancien collègue à lui et un ancien collègue à moi, en l'occurrence de l'époque d'Unilog d'un côté et Exalit de l'autre. Et moi, en fait, j'étais en train déjà de monter un projet dans la data avec cette personne. Et il se trouve que bah, au dernier moment, ça l'a pas fait. Donc, en l'occurrence, Maxime, en l'occurrence, que certains connaissent, je crois, dans la pièce, mais on m'a dit qu'il avait plus envie de se lancer, que ça, voilà, il y a peut-être une dose peut-être un peu de peur à ce moment-là. Bon, voilà. Et à ce moment-là, il m'a dit, bah écoute, moi je vais pas te laisser en plan. Et donc il a eu la gentillesse et l'inspiration finalement de me présenter à Florian en me disant, nous on montait un truc là-dedans, Florian il réfléchit assez à d'autres trucs. Fondamentalement, tout ça n'est pas aussi loin que ce qu'on pourrait penser. Et donc je pense que vous allez pouvoir vous entendre et que vous avez justement des points de vue et caractéristiques ou compétences différentes qui marcheront peut-être bien ensemble. Et bon, il a été particulièrement bien inspiré ce jour-là. Et Lucas demande, on entend souvent les fondateurs comme Frédéric Mazella de Blablacar revenir sur les leviers qui ont vraiment fait décoller leur boîte. Selon toi, qu'est-ce qui a le plus contribué à faire de Dataiku une licorne? Bah, il y avait quand même une histoire de momentum, quand même. Moi, je cite souvent la chance et l'alignement des planètes parce que ce soit enfin, avec les autres cofondateurs et notamment Clément, avec qui j'ai eu souvent cette discussion, et pourtant Clément est un gars incroyablement talentueux, comme certains le savent. L'alignement des planètes, c'est un truc que personne d'entre nous, je crois, ne renie. Mais bon, une fois qu'on a mis ça de côté, ce qui a aidé, je pense, c'est que quand on a eu l'envie de se lancer dans ce secteur-là, on n'était pas vraiment en retard par rapport à ce qui se passait côté américain. Donc on n'avait pas déjà 3 4 ans à combler, donc ça c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que on n'a pas pris le problème, j'aime bien dire en référence à certaines blagues des années 90, mais on a pris le problème à la française. Alors souvent on se plaint de la France et de la façon dont on aborde les problèmes, on fait beaucoup de complexes face aux Américains. Moi je fais aucun complexe vis-à-vis des Américains, pour avoir travaillé beaucoup avec eux et tout ça, je pense qu'on peut être très très fier d'être de nos écoles, de nos formations, de nos universités en France. Et en fait, nous, on a pris un problème plutôt que de le prendre par la brique techno pure et dure, qui était de dire voilà, maintenant le big data, le machine learning, ça se fait sur de plus en plus de data, ça va de plus en plus vite, il faut stocker de plus en plus gros. Ça, on en a dit ok, ils sont en train de s'en occuper.
mais comme d'habitude, et je dis comme d'habitude parce que c'est pas comme si on avait une idée géniale qui ne s'était jamais produite dans l'informatique, mais comme d'habitude, là où ça va coincer, c'est que les utilisateurs vont pas savoir se dépatouiller de toutes ces belles technos qui sont 1000 fois plus puissantes que la génération précédente, qui elle-même était 1000 fois plus puissante que la génération encore d'avant. Et donc on a travaillé très rapidement sur le fait de mettre à profit ces outils pour les utilisateurs. Donc ça, je pense, c'est un vrai facteur de succès parce qu'en plus, c'était pas gagné dans nos discussions du départ. On n'était pas tous d'accord là-dessus. Et deux, il y a eu un peu à la fois conviction et chance, c'est que on s'est dit qu'il fallait travailler. On a refusé ce que faisaient les Américains, qui était de travailler sur un des pans de la chaîne de valeur de la donnée. Donc, est-ce que je fais la préparation, ou la visualisation, ou la modélisation, ou la mise en production, tout ce bazar-là? On a dit non, ça ne nous va pas. Pour être très franc, moi je dis souvent que ça ne nous allait pas parce qu'on n'était aussi pas capable de choisir, mais il y a eu un moment où on a transformé le ah, on ne sait pas trop s'il faudrait choisir ou pas en on n'a pas choisi et ça nous sourit. Et pour être très franc, ce truc-là, ça ne marchait pas encore complètement jusqu'à 2016. Les gens nous reprochaient d'être trop large dans notre périmètre, de dire vous ne pouvez pas faire en tant que startup une boîte à la IBM avec une offre produit très large. Et donc ça, d'abord, on nous l'a reproché longtemps jusqu'à ce que ça bascule et que tout le monde nous dise depuis les US que notre positionnement était gagnant. Et moi, je pense que c'est un des éléments de la bascule. Ok, super. Et Corentin demande, N'hésitez pas à les poser vous-même, hein, les questions. oui, oui, Hein. c'est clair. Bon, après, c'est Euh, comme vous. S'il y en a qui veulent allumer le micro, il n'y a pas de problème. Sinon, je lis Corentin qui a dit dans le chat, effectivement, bonjour, comment on sort d'une entreprise qui a levé en tant que cofondateur? J'ai connu des pactes d'actionnaires assez stricts et de longues négociations. Oui, bah alors, moi c'est pareil, je comprends pas. Il y a des fois, je dois avoir une bonne étoile sur certains aspects. Nous, on avait un pacte d'actionnaires strict comme les autres, mais il se trouve qu'en 2018, j'étais libre de mes engagements, au même titre que les autres, hein, qui n'ont pas forcément pris les mêmes décisions que moi, mais j'étais, au moment où je suis parti aussi parce que je savais que je pouvais partir. J'avais pas spécialement envie, puis j'étais pas dans l'humeur, puisque tout se passait bien, j'étais pas en conflit avec quiconque chez Dataiku, donc je ne m'étais pas préparé à faire un procès ou avoir une négociation très tendue avec eux, et donc il se trouve que j'étais libre, et c'était un moment assez intéressant, je pense, pour partir, parce que de toute façon, dans le futur, on l'a connu d'ailleurs après, hein, depuis, puisque pour ceux qui ne savent pas, moi je suis encore au bord de Dataiku, donc je suis encore l'aventure d'assez près. Derrière, on a mis d'autres profils plus américains en tant que Chief Revenue Officer. Et donc, en fait, je pense que le timing était bon, que moi j'ai su m'effacer au bon moment et profiter des conditions qui me faisaient de moi un homme libre. Donc, mais effectivement, pour aller dans ton sens, Corentin, c'est assez rare que ça se passe comme ça. Ça rejoint un peu du coup, la question suivante de Stéphane qui demande crois-tu que tu aurais eu la même réussite si tu t'étais lancé tout seul et d'une manière générale, comment tu analyses cette expérience entre associés? Oui, Colline, j'ai juste un truc, il faudra qu'on veille au temps, mais je te laisse, tu es toujours Il dispo. reste 1 minute sur les Ah oui, questions de Dataiku et ensuite on enchaîne. bah, est-ce que j'aurais eu la même réussite? Moi, c'est une réponse très contrastée là-dessus. Je suis certain que je n'aurais pas eu la même réussite si je m'étais lancé tout seul et qu'on est en train de parler de pas 2 fois moins de réussite, mais 10 fois, 100 fois moins de réussite. Et je pense que de manière générale, moi, je suis un grand défenseur des projets à plusieurs. Parce que je trouve que quand on est au début tout seul dans sa boîte, bah, être tout seul versus être trois ou quatre, comme bah, moi je l'ai fait 2 fois du coup avec Dataiku, avec Fev, bah, ça change tout de suite le volume de travail qu'on est capable d'engager. Ça change la confrontation des points de vue. Ça change le fait de se challenger. Enfin, c'est immense la valeur qu'on crée à ce moment-là versus être tout seul et pétri de doutes et tout ça. Ça a évidemment un inconvénient, c'est qu'il faut se mettre d'accord. Personnellement, moi, ça me coûte toujours de travailler avec les gens, avec tout le monde, parce c'est une négociation permanente. Mais si je devais un jour remonter un projet, je le referais avec d'autres personnes, parce que voilà, je sais que ça me coûte, mais que c'est un point de passage incontournable. Il y a évidemment, j'ai des gens qui arrivent à fonder une boîte tout seul, hein, il y aura des contre-exemples, il y a des gens, mais en général, ces gens s'entourent également. Et donc, moi, je trouve que c'est bien d'être plusieurs associés. Super, pile poil dans le bon timing pour opérer la bascule sur la partie crise de la quarantaine et Fev. Si tu veux faire la petite introduction sur ça et s'il reste des questions sur Dataiku, vous pouvez quand même les poser et au pire, on y Ouais, répondra après dans le mail qui partira demain pour la suite. ouais, avec plaisir. Donc moi en 2018 déjà, j'ai un gros coup de massue qui me tombe sur la tête et qui est, alors c'est assez rigolo parce que une des personnes qui est responsable de ce coup de massue, elle est très visible dans l'actualité à l'heure actuelle, mais c'est bon, ce sont les co-auteurs du GIEC, donc Christophe Cassou
fait parler aujourd'hui. Et moi, ce gros coup de massue, c'est la révélation du fait qu'on a un budget carbone. Ce budget carbone, pour ne pas dépasser les 1,5 degrés, il était à l'époque de 420 gigatonnes. Et sur le rythme actuel auquel on dépensait ce budget en 2018, il nous avait dit il y en a pour jusqu'à 2030. Bon, les chiffres actualisés de la semaine, c'est qu'en fait, il en reste 130 et qu'en gros, dans 3 ans, c'est payé. Donc, on aura un petit peu d'avance, malheureusement, sur la consommation de ce budget-là. Mais au-delà du chiffre qui est flippant dans l'absolu, et on pourrait en parler longuement, moi, ce qui m'a interloqué en bon ingénieur, c'est qu'en fait, il y a des gens qui avaient des BP ou des, ouais, des business plans ou des budgets qu'ils suivaient et que tout ça était mesuré, comptabilisé, connu, tout ça. Donc évidemment, j'étais pas du tout insensible. Moi, j'étais déjà, je pense, un peu éco-anxieux. J'avais déjà beaucoup de choses comme ça dans ma tête, donc un terrain assez favorable. Mais ça m'a marqué. Et donc en 2018, ça a commencé à me tomber sur la tête. Comme tu l'as dit, Colline, ça s'est rejoint avec des préoccupations autour du fait d'avoir un peu, j'avais un peu plus de 40 ans. Je venais d'avoir un enfant et je me suis demandé un jour ce que je faisais à New York et qu'est-ce que j'allais faire si j'avais la chance de vivre aussi vieux que ça des 40 prochaines années de ma vie. Voilà. Et donc, j'avais pas du tout pensé, on y reviendra peut-être après, à monter Fève sur le moment. Et pour la petite anecdote, c'est quand j'ai commencé à dire à tout le monde, j'ai envie de partir. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est de me dire que j'allais dire aux personnes que j'avais embauchées, plus qu'à mes cofondateurs d'ailleurs, que j'avais envie de partir. Et c'est ce qui a immédiatement enclenché la suite, puisque tout le monde m'a dit, OK, tu vas partir, on comprend, on respecte beaucoup ton choix, mais pour faire quoi? Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? N'hésitez pas à lever la main ou à allumer vos micros vu que personne n'a levé la main pour l'instant. Eric, du coup. Oui, bonjour Marc. D'abord, je voulais te rassurer sur DataIQ. Je pense que tu as bien fait de partir parce que tu reconnaîtrais pas la boîte et probablement ça te ferait mal au cœur, mais c'était juste une aparté. Ma question sur ce départ, parce que moi j'ai eu la même problématique, sauf que je suis un peu plus vieux et que c'est plus vers 55 ans que je l'ai eu. Et c'est plus compliqué. Et la question c'est, finalement, t'avais pas mal de billes pour partir puisque tu avais un bon poste et sûrement une bonne quantité de... Enfin, tu avais des moyens financiers pour pouvoir changer facilement de vie. Est-ce que tu penses que si tu avais été dans un job plus simple, avec moins d'argent, tu aurais eu cette même facilité à complètement changer de vie ou pas? Non, enfin très franchement, très honnêtement, non. Pas du tout la même facilité. Est-ce que je l'aurais fait ou pas? Ça reste une question et ça sera dur de réécrire l'histoire. Donc souvent, moi je me pose cette question parce que les gens me disent, bah du coup, oui, ça a été facile pour toi. Alors je tiens à rassurer ou pas rassurer les gens, c'est que malgré ça, c'est pas du tout facile. Ça crée d'autres questions qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir par ailleurs. Moi, ça m'a surtout mis une pression sur les épaules que j'ai jamais connue chez Dataiku. C'est-à-dire que je me suis senti investi d'un truc qui était de dire, t'as pas le droit de décevoir, t'es obligé de faire un truc fondamentalement utile avec la chance. C'est des gens comme dans ma situation, qui est celle que tu décris, avec la chance de pouvoir choisir un peu leur destinée, elle est trop rare, trop précieuse pour la gâcher à faire juste ce que j'aurais envie, c'est-à-dire peut-être partir en vacances à l'autre bout du monde. Et donc ça m'a mis une pression énorme. Ce que je dis aussi souvent, c'est que finalement, il y a peu de gens dans cette situation, mais il y en a quand même en milliers. Il y en a quelques milliers, et que j'en croise pas assez souvent qui ont fait ce choix jusqu'au boutiste comme je l'ai fait, à la fois au niveau perso et dans le remplissage de mon agenda. Et effectivement, donc, une des conversations que j'ai le plus avec des gens qui me contactent pour parler de tout ça, c'est comment je fais à 30 ans. Alors, moi, j'ai envie de dire à 30 ans, souvent, c'est un peu plus facile, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, pour emprunter le même chemin. Et effectivement, j'aimerais me dire que j'aurais le courage de le faire, mais je peux pas en être convaincu, je sais pas. J'aurais sûrement changé de boulot parce que c'était difficile pour moi, je trouvais ça exténuant, Dataiku. Mais est-ce que j'aurais réussi? Je pense que j'aurais spontanément réussi à trouver une boîte tech avec de l'impact, comme on fait un certain nombre de data hackers en partant, qui me permettait de faire cette transition dans un premier temps. Mais je ne suis pas sûr que j'aurais pu monter faible, ou que j'aurais eu cette idée-là à ce moment-là. Marc qui a levé la main, si tu veux prendre la parole. Oui. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui voudraient suivre un, enfin, quelque chose de similaire à ce que tu as fait, mais qui n'ont pas du tout, enfin, du coup, le même réseau que toi, par exemple?
Alors, le réseau, commencer par la partie facile, le réseau, il y en a plein qui ont beaucoup de réseaux quand même. Donc, je sais pas quel est le tien, mais le réseau par construction, c'est pas qu'au premier niveau, on a des amis d'amis. Et donc, nos réseaux, souvent, j'allais dire un certain âge, c'est-à-dire, à part quand on sort d'école où il est en construction, quand on arrive à la quarantaine, souvent, notamment quand on a bossé dans les métiers de service ou des métiers qui sont ouverts vers d'autres clients, d'autres industries, on a quand même souvent beaucoup plus de réseaux que ce qu'on croit. Donc, ça, c'est quand même plutôt la force d'un certain nombre d'entre nous et vous. Moi, je dis souvent, en fait, il y a un truc qui, à l'heure actuelle, même si j'avais pas eu les facilités, on va dire, financières que peuvent offrir une aventure comme Dataiku, moi, je suis arrivé à 40 ans, j'avais pas de crédit immobilier. Je pense que ça m'aurait aidé, pour revenir sur ta question, Eric, c'est quand même l'argument qui fout tout en l'air à la quarantaine, c'est l'argument financier et notamment le crédit immobilier. Ça, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je parle de ça avec quelqu'un. Ils me disent, moi j'aimerais me lancer, mais mon crédit, boum, c'est 3000 balles par mois, on commence le mois à moins 3000. Donc ça, je dis pas qu'il faut pas prendre de crédit immobilier, mais c'est quand même un truc, pour s'il y en a qui sont un peu plus jeunes dans l'assistance, quand on y réfléchit, c'est quand même un trait extrêmement décisif. Et je pense qu'on mesure pas quand on se lance à 25 ans ou 30 ans ou 35 ans et qu'on prend son crédit. On se dit toujours qu'on aura un revenu confortable. Et en fait, moi, ce que je vois autour de moi, c'est énormément de quadras, quinquas qui souffrent de ça parce qu'en fait, ils ont été prisonniers de leur crédit immobilier. Rien de nouveau pour ceux qui l'ont vécu, mais c'est, je pense, pas un truc qu'on considère à sa juste valeur quand on n'est pas encore passé de ce côté-là. Donc voilà. Ça, c'est un truc. Et alors après, pour peut-être la note d'optimisme là-dessus, c'est que pour se lancer, moi j'ai envie de dire, il y a quand même de plus en plus de boîtes qui se lancent avec des thèses impact, alors je vais dire plus ou moins sincères, mais il y en a aussi plein qui sont sincères. Et par conséquent, j'ai tendance à penser que l'emploi des cadres euh, est de plus en plus facile dans ces boîtes-là. Le problème encore, c'est le différentiel de salaire entre cet univers-là et d'autres industries beaucoup plus lucratives, notamment les métiers du conseil, de la pub, de la strat, tout ça, qui payent facilement à 6 chiffres. Moi, j'ai quand même entendu récemment des salaires à 300K et plus en France. J'avais jamais vu ça, moi, j'ai jamais été payé ce salaire-là. Mais je considère que quand on passe déjà les 100K, bah, on arrive un jour à un maximum qui potentiellement ne reviendra pas au cours de sa carrière et que donc ça doit amener chacun à s'interroger sur qu'est-ce qui se passera le jour où je gagnerai plus 100K. Voilà. Parce que des métiers dans l'impact à 70-80K, je connais des gens qui sont embauchés à ces prix-là, donc ça existe. A fortiori pour les jeunes diplômés et les gens qui ont quelques années d'expérience, bah, typiquement chez FEV, nous on s'aligne sur le marché. Alors certes on est à Bordeaux, mais on n'est pas une boîte qui paye moins que son marché. Donc ça existe aussi. Voilà. Et après, peut-être pour finir sur les conseils, il y a quand même beaucoup d'écosystèmes qui existent. Je pense que quoi qu'il arrive, discuter avec des entrepreneurs, ces transitions-là, elles ne se font pas du jour au lendemain. Donc je recommanderais à tous ceux qui se posent cette question de parler à des gens comme moi, à plein d'autres, et de se faire connaître. Et j'ai vu notamment des gens qui passent par une case de freelancing entre les deux, avant de trouver peut-être un projet à cofonder ou un projet à rejoindre en tant que salarié. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal pour ouvrir ses chakras quand on vient d'une expérience un peu plus classique dans une boîte en tant que salarié. Voilà, et ça, il y en a plein qui le font et avec un certain succès. Est-ce que... Euh, Oui, ouais, pardon. pardon, alors je ne sais pas si ça empiète, c'est le bon endroit, mais toi qui as connu le monde agri et le monde tech où ça peut aller hyper vite et autres, et le monde agri, c'est quoi un peu enfin, les différences quand on crée une boîte, parce qu'on voit bien que il n'y a pas les mêmes fonds, il n'y a pas l'aspect technologique forcément avec quelque chose que valorisent beaucoup les investisseurs. Euh, c'est quoi un petit peu les grandes différences et l'appréhension d'une boîte? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de retours d'entrepreneurs dans les techs et qui gèrent beaucoup de choses, mais sur le côté agri, un peu moins. Agri-agro notamment. C'est quoi un peu les grosses différences et les bons réflexes ou les bonnes idées à avoir? Tu parles, quand tu dis idée à avoir, c'est plutôt. Dans les bons réflexes sur, bah voilà, en fait, nous, les retours qu'on a quand on parle avec beaucoup de gens qui sont dans le milieu un peu des startups, on nous parle beaucoup de l'aspect technologique où c'est hyper Hmm. central. Il faut tout le temps qu'il y ait de la tech, on a l'impression, alors que tout ne tourne pas autour de ça et on peut pas créer que des projets là-dedans. Comment est-ce qu'on peut réussir à le développer, pas pour devenir un dataiku, mais c'est quoi un peu les forces ou les choses à mettre en exergue? Désolé, c'est pas très clair, mais c'est pour, Non, mais voilà. je vais essayer de commencer par ce que ça m'inspire, mais moi je trouve que typiquement, monter Fev ou monter Dataiku, alors après ça a d'autres écueils, hein, parce qu'on voit que dans la tech à l'heure actuelle, il y a plein de boîtes qui sont hyper valorisées, dont fait partie Dataiku. La question centrale quand même pour toutes ces boîtes, c'est est-ce qu'un jour les investisseurs en auront pour leur argent? Est-ce que la boîte se vendra ou rentrera en bourse ou que sais-je encore pour une valeur qui est conforme à ce qui est marqué sur le papier? Donc
Ça veut dire qu'en gros, dans la tech aussi, c'est très dur. C'est juste qu'on ne l'a pas encore réalisé. Et qu'on est quand même un peu à l'aube, je pense, de quelques catastrophes industrielles. On l'a déjà vu, même. Alors, en l'occurrence, c'était dans l'agro, mais il y avait un gros volet tech. Des gens que j'aime beaucoup par ailleurs chez Insect, leur boîte, elle est quand même partie au tapis. Tu connais ça. Et il y en a d'autres. Mais en apparence, pendant 10 ans, il a été très facile de monter une boîte dans le logiciel, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les boîtes avaient un succès pour devenir une licorne, mais quand même un succès pour faire parler d'elles, que les médias étaient très concentrés autour de ça, un succès pour attirer des fonds, pas toujours mérités, et un succès pour vendre les premiers contrats. Moi, je considère que dans l'agriculture, dans laquelle on est avec FEV, eh ben, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup, beaucoup plus dur. Parce que, par définition, il n'y a pas cet attrait, il n'y a pas ce côté un peu brillant de la tech, où un jour, peut-être, un investisseur qui a mis un, il va repartir avec 1000 ou 1 million. Il n'y a pas ça. Tout le monde sait que l'argent n'est pas là. Et donc, moi, je trouve que dans l'agriculture, une fois que tu as admis que l'argent, il est difficile à trouver, il y a deux comportements possibles. Tu l'admets et tu fais ça pour la mission, c'est ce qu'on essaie de faire chez FEV, ou tu essaies quand même de travailler sur le gain, et en fait, là, tu vas rapidement être obligé de dévoyer ta mission. Et qu'il n'y a pas, c'est pas si facile, j'espère être contredit là-dedans, mais c'est pas si facile de trouver un chemin qui allie vraiment une rentabilité plutôt facile, de la récurrence de revenus, enfin tout ce qu'on cherche quand on est dans le software, avec le respect d'engagement profond de mission. Alors après, une fois qu'on a dit ça, ce que je pense qui est très important de faire dans l'agriculture et que nous, on a à peine commencé à faire, c'est quand même de jouer avec les mêmes armes que tout le monde et donc d'être aussi dans le plaidoyer, dans le lobbying et tout ça. Donc il faut faire bouger l'appareil, l'État, dans la bonne direction et qu'en fait, quand tu es dans des projets impact, agriculture et autres, c'est Lucie Bache qui me parlait de ça une fois, fondatrice de Too Good To Go et de Poppins maintenant, c'est qu'en fait, elle considère que le plaidoyer, c'est toujours un axe central des projets impact. Et moi, j'ai mis du temps à le réaliser, mais je pense qu'elle a raison. Merci. Et moi, quand je travaille chez FEV, je rajoute juste qu'on n'a pas de mission tech, mais je trouve qu'on utilise beaucoup d'outils tech pour améliorer l'efficacité, voilà, le suivi des KPI, des choses comme ça. On a pas mal de codes qu'on prend en startup sans être une startup. On prend le code d'efficacité un petit peu de digitalisation quand même sur ça, je pense. Oui, Surtout toi, Marc. on a le monde, on a le droit et même le devoir de prendre des bonnes pratiques. Et il y a quand même, dans l'univers des startups, il y a pas que de la bulle, hein. Il y a aussi parfois de l'efficacité, il y a des choses qui sont bien automatisées, il peut y avoir de la prospection qui est bien faite, il peut y avoir des équipes commerciales qui fonctionnent, des équipes R&D qui développent. Enfin bon, il y a plein de choses positives qui sont pas toujours mises au service d'une cause complètement noble, mais dont on peut s'inspirer justement quand on a une mission qui est plus en adéquation avec ses valeurs. Euh, Ouais. Vas-y, Kevin, tu voulais Non, rajouter pardon, c'est juste pour rebondir, mais pour pas non plus monopoliser. Le sujet du plaidoyer, moi, il m'intéresse un peu, mais nous, enfin, ça me paraît compliqué. Ça l'est peut-être pas, mais quand on est petit, qu'on n'est pas encore trop introduit, c'est quoi euh, mis à part voilà, commencer à réseauter avec les gens qui sont dedans, l'approche que tu as, toi, sur cette approche plaidoyer? Oui, bah, alors très rapidement, mais je crois que j'ai vu en même temps qu'il y avait Lucas qui posait une question qu'on n'avait pas vue. Mais moi, à chaque fois que les gens me disaient, mais le plaidoyer, vous pensez à quoi de ça? J'étais exactement dans ce que tu viens de dire. Oui, mais quoi? Et en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas réfléchi à ce qu'on veut demander, alors que les sujets dont on se plaint au quotidien, il y en a plein. On se plaint que X, on se plaint que Y. Donc en fait, il faut juste mettre ton regard d'entrepreneur un peu différemment, plutôt que de répondre aux problèmes que tu as identifiés chez des clients ou dans une industrie, une chaîne de valeur. Bah, regarder les problèmes, à quel endroit tu es finalement empêché dans ton exécution par une réglementation qui a été faite il y a 30 ans et qui correspond plus à ce qu'il faudrait, par un truc où tu sens que ça a été distordu par quelqu'un qui est là pour justement t'embêter toi d'arriver sur ce marché-là, parce que voilà, en agriculture, il y en a quand même plutôt pas mal. Et donc, en fait, tu mets ce même œil critique d'entrepreneur et tu listes les sujets sur lesquels tu dis, mais en fait, si ça changeait, qu'est-ce que ça irait mieux? Si ça changeait, ça irait mieux. Et après, ben, en fait, quand les gens ils te contactent là-dessus et qu'ils te disent, et que tu rencontres au détour d'une conversation un député, ben, tu lui parles de ça. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à faire ça, bah, tu te rends compte que comme dans l'entrepreneuriat, une discussion en amène une autre, hein. Et ça ne s'arrête pas. Et donc, en fait, tu commences juste quelque part avec tes 3 bullet points là, tu en parles à une personne et puis tu laisses faire la suite, tu connais. Merci. Et après, non, après, il faut sûrement faire plus que ça, mais je trouve que ça résonne quand même assez vite, hein, malgré tout.
Du coup, je prends la main sur la question par rapport à la question de Lucas qui dit créer une entreprise à impact, il y a du choix et au niveau des sujets, forêt, océan, pollution, protéger le vivant, etc. Pourquoi toi, tu as choisi les agriculteurs liés aussi à un momentum et ça rejoint un peu la question d'Amélie qui était juste tout à l'heure qui disait qu'elle avait loupé un petit peu le début avec ta relation à l'agriculture et si tu t'y connaissais bien dans ce domaine-là. Oui, alors moi je suis ingénieur agronome, mais il faut surtout pas me laisser cultiver vos patates et votre blé si on veut manger, hein. Je ne suis pas celui qui a le plus de connaissances, on va dire, résiduelles de ça, mais j'ai effectivement fait mes études quand même dans ce secteur-là, donc je ne sors pas non plus de nulle part. Maintenant, le pourquoi l'agriculture, j'avoue qu'au sortir de Taikou, j'ai d'abord imaginé peut-être essayer de combiner tech et impact. Donc, est-ce que je pouvais avoir une idée d'une start-up, puisque c'était encore le plein boom à l'époque, technologique qui aille vers plus d'impact. Plein d'idées qui me sont passées par la tête. Et en fait, il y a une lecture en particulier, mais c'est un peu la tarte à la crème de tous les gens dans mon secteur, mais je le dis quand même, hein. Moi, j'ai lu les bouquins du Bec et Loin, qui a inspiré toute une génération de néo-ruraux. Le Bec et Loin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des fermes les plus emblématiques de la dernière quinzaine d'années, avec justement des néo-ruraux qui se sont installés et qui ont monté une des plus belles fermes maraîchères qu'on puisse imaginer sur une toute petite surface de quelques hectares, et qui ont montré qu'en soignant la terre et en passant du temps, mais plutôt du temps humain, plutôt que des robots et du tracteur et tout ça, on pouvait avoir une agriculture ultra concentrée et productive sur des petites surfaces dans le respect du vivant. Et donc ce livre-là, il a inspiré pas que moi, hein, plein de gens. Mais qu'est-ce qui m'a inspiré en particulier dans ce livre, c'est que ce que disaient donc Charles Hervé Gruyé et Perrine sur leur expérience, c'est qu'ils avaient fait ça à l'échelle d'un hectare et demi ou 2 hectares, et qu'en fait ils pensaient qu'il fallait déployer des modèles qui combinaient les forces de ce qu'ils avaient mis en œuvre, donc notamment la diversification des cultures, le soin, donc remettre plus de gens dans les champs, à une échelle en fait régionale, et qu'il fallait créer des fermes qui soient beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus collaboratives. Et le point de départ de FEV, ça a été réellement ça. Voilà, et ça aurait pu être plein d'autres choses, mais quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais attends, la personne, en fait, elle a justement ce regard d'entrepreneur, voilà ce qu'il faudrait faire, et elle disait très humblement, mais moi je vais pas le faire, nous on va pas le faire, parce que notre entreprise, ça a été surtout de créer notre ferme, mais on pense que d'autres doivent se saisir de la généralisation de ce modèle. Et moi je me suis dit, bah ça pourrait être moi, ça. Voilà. Donc nous, après, on contribue modestement à ça, mais en tout cas, c'est ce qui a lancé fait. Il y a Marc qui a à nouveau une question. Oui. Pour les, alors, pour les personnes du coup qui veulent se diriger vers le monde de l'agriculture, enfin ou agricole, mais qui n'ont ni des compétences universitaires, ni de connaissances universitaires, ni d'expérience professionnelle dans le milieu, est-ce que tu as des conseils pour ces gens-là sur comment, je sais pas, valoriser quelque chose, une formation ou, enfin, justement, comment essayer de trouver des liens pour se diriger vers ce milieu-là. Ouais, bah, alors moi, je sais pas si vous entendez les oiseaux derrière moi, mais ça c'est assez fort. Non, Oui, vous entendez, c'est bon? Ok. Euh, le lien, euh, disons, alors il y a des formations évidemment pour s'installer en tant qu'agriculteur. Si c'est pas exactement ce qu'on veut faire, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais il y a quand même des formations en 6 mois, un an qui sont les BPREA, qui vous permettent d'avoir la capacité agricole et donc de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui s'installerait. Donc ça, pour les gens qui veulent potentiellement faire un break ou une année sabbatique et tout ça, je connais des gens dans mon entourage qui ne sont pas installés comme agriculteurs, qui pensent le faire peut-être dans 5 10 ans, mais qui ont voulu faire ce choix-là pour justement se mettre dans la peau. Donc ça, c'est possible. Ensuite, il y a évidemment plein de lectures en ligne, et d'ailleurs, vous pouvez aller sur notre plateforme chez FEV, Lagrange, lagrange.fev.co. On a énormément de ressources qui permettent déjà de s'acculturer, voilà, de commencer à monter en compétences gentiment, donc plutôt vidéo, lecture, ça peut être un petit début aussi, même si c'est très modeste. Enfin, très modeste pour commencer, hein, par rapport à l'ampleur de la tâche. Maintenant, il y a un truc que moi j'ai fait à titre très perso, qui était d'aller dans les fermes pour aider à travailler. Donc en l'occurrence, offrir un peu de main-d'œuvre dans des fermes. Alors ça peut se faire ce qu'on appelle en woofing, en se voyant offrir le gîte et le couvert. Mais ça peut aussi se faire dans une ferme maraîchère à 20 km de chez vous, si vous n'êtes pas trop loin de la campagne, et filer un petit coup de main à un ami ou une connaissance maraîcher ou maraîchère. Ou d'ailleurs pas que dans le maraîchage, évidemment, hein. Ça se fait pas mal, et alors moi ça m'a beaucoup aidé, et ça m'a beaucoup plu. Enfin, ça sort beaucoup du quotidien, c'est éprouvant, enfin, ça remet beaucoup de pendules à l'heure, je trouve. Même pour les gens qui sont convaincus comme moi ou comme vous, j'espère, aller bosser une journée ou deux à la ferme, on en ressort toujours encore plus crevé et avec plus de questionnements qu'avant.
Et d'ailleurs, c'est malheureux, hein, ça montre à quel point c'est difficile. C'est que moi, à chaque fois, je me dis, mais comment on peut les aider? Et puis, en fait, même dans une journée, vous voyez tout ce qui va pas, quoi. Voilà, tout ce qui est difficile pour eux. Donc ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Et après, je sais pas si ça répond à ta question, il y a sûrement plein d'autres idées à voir, mais déjà, passer du temps sur les fermes, ça aide. Merci. Il y a Amélie qui pose une question. Quels sont les profils qui prennent une ferme, ancien agriculteur ou néo-agriculteur venant de ville? Peut-être que tu veux faire l'introduction aussi sur FEV, parce que du coup, tu n'as Oui, pas fait ta petite voilà, introduction, peut-être parce qu'il y en a, peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est FEV. oui, FEV, donc FEV, c'est une entreprise qu'on a créée en 2020 à 4 associés, maintenant on n'est plus que 3, avec l'idée de créer justement des fermes très diversifiées et collaboratives. Alors, collaboratif avait beaucoup de place dans notre discours initial, il est un tout petit peu moins présent parce qu'on l'a vu comme un moyen de diversifier les fermes, mais pas comme une fin en soi. Et donc, pourquoi diversifier les fermes? L'agriculture, elle est très spécialisée depuis maintenant la révolution agricole, les années 60. Donc on a des territoires entiers qui sont consacrés à un faible nombre de cultures. Et puis même si on exagère un peu, on a parfois des pays entiers qui sont plutôt spécialisés dans 2 ou 3 cultures. Et ça a plein de conséquences naturelles sur les écosystèmes. Vous avez même peut-être suivi récemment les polémiques sur le comté, qui est devenu d'une production traditionnelle est devenue une production industrielle où on importe, on exporte dans le monde entier et qui pose des problèmes dans les rivières d'un bassin versant assez petit malgré tout. Bon bref. Et donc nous, on a voulu créer les fermes les plus diversifiées possibles pour reboucler les cycles naturels, notamment les cycles des nutriments, pour limiter l'impact sur les sols et sur la biodiversité. Enfin, il y a plein de bonnes raisons environnementales à faire ça. Et la façon dont on l'a fait, c'est qu'on profite, je mets entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas là pour être profiteur, mais on profite d'un momentum particulier qui est le renouvellement des générations agricoles en ce moment. Donc les agriculteurs du baby boom, papy boom, partent à la retraite donc en ce moment, et même pour certains devraient déjà être partis. Et on a préféré se concentrer sur la génération qui s'installe en ce moment, en l'aidant à s'installer selon des principes agroécologiques. Donc en l'occurrence, ils s'installent en bio et avec même d'autres contraintes additionnelles. Et pour les aider, on les aide en finançant l'achat de leur ferme selon un principe de location avec option d'achat. Donc on achète grâce aux citoyens la ferme et on la met à disposition en location avec option d'achat aux porteurs de projets qui décident d'être finalement les plus engagés, les plus vertueux de leur génération. Et donc il y avait une Du, question peut-être ouais, pour... du coup, je repose la question d'Amélie. Quels sont les profils des personnes qui reprennent une ferme, ancien agriculteur ou néo-agriculteur venant de la ville? Oui, alors on a souvent cette image que, effectivement un peu contrastée, qu'il y a ceux qui sont dedans et ceux qui sont pas dedans. C'est vrai, il y a quand même de moins en moins de gens qui sont ce qu'on appelle dans le cadre familial, donc ça serait ce qu'Amélie appelle les anciens agriculteurs. Euh, donc il y a les cadres dans le cadre familial qui représentent maintenant un tiers des installations et les 2 tiers sont des gens qui ne sont pas dans le cadre familial. Mais par contre, je mets juste un petit point d'attention parce que parfois on se dit, ah, du coup, c'est des gens qui se reconvertissent, ça pourrait être moi dans la tech ou monsieur machin qui bosse chez Airbus. Ça peut être ça aussi, et puis d'ailleurs, c'est très bien parce que ça crée plein de vocations d'univers très variés. Mais c'est pas que ça, il y a aussi plein de gens qui ont fait des études agricoles, mais dont les parents n'étaient pas agriculteurs, et donc ils vont faire un BTS agricole, un BPEA, une école d'ingé agricole et qui ensuite vont vouloir, après avoir été salariés dans des fermes ou dans l'industrie agroalimentaire, vont vouloir se mettre à leur compte à l'âge de 35 ans, disons, comme moi, j'ai voulu créer une entreprise à l'âge de 35 ans. Et donc ça, il y en a quand même énormément. Et donc les gens qu'on installe beaucoup, c'est pas des idéalistes qui se sont dit ah là là, j'ai lu le livre du Bec et Loin, je m'installe demain. Il y en a évidemment qui voudraient s'installer, mais ceux-là, on fait attention parce qu'on sait qu'ils sont encore pas encore prêts et assez fragiles en termes de projet. Mais on installe beaucoup de gens, agriculteurs ou pas agriculteurs, qui ont acquis de l'expérience en tant que salariés sur des fermes. Super. Il y a Lucas qui demande est-ce que vous envisagez aussi d'élargir l'accompagnement en proposant des services aux agriculteurs en plus de la partie financement sur optimisation des parcelles, diversification des revenus, gestion de cheptel, etc. Alors, on pense à plein de pistes, effectivement, et notamment, on vient de structurer une équipe qui aide les agriculteurs a posteriori de leur installation, parce que pour l'instant, ce n'était pas encore le cas. On se focalisait beaucoup sur notre métier d'origine, qui est de les aider à arriver jusqu'à ce sacro-saint moment où ils s'installent, grâce au financement. Donc là, maintenant, on va pouvoir les aider un peu après. Notre focus, ça va vraiment être de les mettre dans les meilleures situations de réussite, j'allais dire, économique mais aussi environnementale et sociale.
Et je mets bien les trois ensemble parce que pour que la ferme soit vertueuse d'un point de vue environnemental ou social, il faut aussi évidemment qu'elle ait des résultats économiques performants. Et donc la mission qu'on se fixe depuis le début, surtout qu'on était tous entrepreneurs récidivistes avec, avec Simon et Vincent, c'est qu'on a évidemment envie que les gens qu'on installe y réussissent financièrement et montrer que c'est possible. À l'heure actuelle, pour être très franc, ça reste très difficile. C'est-à-dire que il y a vraiment beaucoup de progrès à faire pour que les fermes, y compris les fermes fèves, s'en sortent bien, tellement le monde agricole est difficile d'un point de vue économique. Mais donc, on va effectivement travailler sur de la diversification de nos approches. Peut-être les deux limites conceptuelles qu'on n'a pas envie de, enfin, ou réelles d'ailleurs, qu'on n'a pas envie de franchir, c'est un, on n'est pas en concurrence avec les chambres d'agriculture ou tous les organismes d'accompagnement du monde agricole. Donc notre but, c'est pas de faire des métiers qui existent déjà, et voilà. Bon, puisqu'il y a quand même des gens qui accompagnent. Et l'autre truc qu'on n'a pas envie de franchir, c'est de devenir une nouvelle coopérative agricole dans ce qu'elles ont parfois de négatif. Donc, comme vous savez, coopérative, c'est un terme qui peut avoir un aspect très positif. Mais dans le monde agricole, ce sont devenus des grosses organisations la plupart du temps, hein, pas toutes, hein, qui finalement ont un mode de gestion et d'administration qui n'est pas toujours dans l'intérêt de l'agriculteur lui-même, malheureusement, parce qu'il y a quand même toujours des gros qui tirent la couverture à eux. Et donc nous, on n'a surtout pas envie de faire de l'ingérence auprès des agriculteurs. Donc on n'a pas envie de s'immiscer devant eux, enfin dans leur chaîne de valeur, et de ponctionner à tous les endroits et tout ça. Donc on se doit de trouver un mode le plus, je vais dire, le plus positif possible pour quand même les aider, parce qu'on sait qu'ils ont besoin de cette aide après leur installation, malgré tout. Super. Il y a Stéphane, du coup, qui demande, de par mon métier de développeur de magasin à la ferme, je vois à quel point les agriculteurs, producteurs, maraîchers n'ont pas la vision qu'ils ont dans un marché concurrentiel avec un positionnement prix souvent incohérent à la baisse ou à la hausse par rapport au marché, alors que les circuits courts sont une vraie valeur ajoutée. Est-ce que vous les accompagnez dans leur cycle de commercialisation de leur production? Alors, bah, en fait, ça rentre précisément dans ce que je viens d'évoquer. Déjà, jusqu'à présent, non, très peu, ou très peu. Dans le futur, oui, un peu plus, peut-être en essayant justement de leur proposer des filières ou des choses que nous, on a identifiées qui les aident à fonctionner. Alors, circuit court, c'est effectivement très très bien. Euh, on a aussi des exemples où parfois, et d'ailleurs tu l'évoques, hein, tu dis que tu fais pas un positionnement juste à la baisse par rapport à un positionnement international où les prix sont bas. On a eu récemment un exemple d'agriculteurs et d'agricultrices qui vendaient pas assez cher, selon nous, parce que justement, il y a toujours une crainte à devenir trop cher et à se faire déclasser et tout ça. Donc, il y a pas mal de fois où les gens ne valorisent pas bien. Il y a aussi des exemples où vouloir faire la petite cagette de viande découpée et tout ça, ben on a des retours du terrain, notamment de restaurateurs, qui disent que parfois c'est plus facile de vendre la carcasse en gros, et que parce que notamment le travail de découpe et tout n'est pas fait dans des conditions qui permettent de payer finalement ce surcoût de travail. Donc il y a plein d'idées reçues, et y compris de trucs contre-intuitifs que nous on découvre avec le temps, qui font qu'effectivement on va être de plus en plus vigilant pour éviter aux agriculteurs qu'on aide de tomber dans le panneau. Et typiquement, le 100% circuit court peut être un de ces panneaux malgré tout. Donc il faut arriver à équilibrer tout ça et à faire la gestion la plus intelligente. Et oui, on va le faire de plus en plus pour les aider à être performants. Merci. Et Benjamin, vous avez levé la main si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour Marc et Colline. J'avais une question sur un secteur particulier de l'agriculture qui est la viticulture, surtout à Bordeaux. Est-ce que vous avez des actions spécifiques pour ce secteur qui est très en crise, qui a un gros impact sur l'environnement, sur la pollution et qui est en monoculture de base? Est-ce que vous avez des projets, un accompagnement spécifique là-dessus? Non, on n'a pas fait de vigne pour l'instant parce que justement, comme tu dis, c'est monoculture et c'est pas, enfin, comme ce sont des cultures pérennes par essence, c'est à part dans une campagne d'arrachage où on repart éventuellement à zéro, on peut changer. Mais donc, on s'est autorisé à faire de la vigne, mais uniquement dans des contextes où elle serait une activité parmi d'autres, ce qui finalement arrive très, 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 très rarement, d'avoir un Ouais. peu de vigne, mais aussi de la polyculture à côté. Et par la force des choses, à part peut-être quelques hectares ci et là, je pense qu'on n'a pas de vigne enfin, on n'a pas de vigne dans notre portefeuille de ferme. Et donc, effectivement, nous, on n'a pas pris ce truc-là, qui est encore une autre, j'allais dire, une autre face nord pour nous. Et on se sent déjà assez, je vais dire, contraint et tout pour. En gros, on rêverait de pouvoir aider, mais on n'a pas choisi ce combat-là de plus. Voilà, pour répondre très directement à ta D'accord. question. Et pour autant, c'est un peu navrant. Enfin, c'est navrant. Ça nous désole. C'est pas navrant, mais ça nous désole parce qu'en plus, nous, comme tu le sais, la boîte est basée à Bordeaux. Ouais.
Donc voilà, Oui, peut-être un jour, on aura des projets, et puis si, oui, si ça continue à arracher comme ça, il faudra se reposer des questions. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, tu sais, nous, on achète des terres avec les sous qu'on nous confie, donc les sous de citoyens et aussi d'acteurs institutionnels. Cet argent, on doit le dépenser de manière la plus judicieuse possible. Et acheter des terres chères, arracher des vignes et puis refaire quelque chose d'incertain dessus, c'est quand même pas c'est pas le chemin de moindre résistance, quoi. Merci. je reprends le micro pour poser la question d'Antoine. Participez-vous à des actions de lobbying en faveur du bio et de la biodiversité via des acteurs comme Green Lobby, par exemple? Oui, alors Green Lobby, on échange avec eux. Je ne sais plus si Vincent avait formalisé une collaboration spécifique avec eux, mais en tout cas, oui, ce sont des acteurs à qui on parle. Et, euh, et donc, notre lobbying, il n'est pas structuré, donc pour répondre quand même très clairement à la question. Mais je pense que ça va se structurer de plus en plus et qu'on a à cœur de faire partie de ceux qui militent sur le bio. Si vous nous suivez, Vincent, moi ou les autres, vous voyez qu'on est assez actifs régulièrement pour redéfendre le bio dans un contexte qui est quand même chahuté depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et donc, on est des grands défenseurs du bio, j'allais dire intimement et aussi dès qu'on peut publiquement, mais sans être suffisamment structuré à l'heure actuelle. Ok, je passe sur la question de Lucas. Tu disais que le rendement d'une ferme ne sera jamais celui d'un placement classique, bourse, IMO. Comment vous séduisez les particuliers pour investir sur FEV, Impact, Sens, un peu comme l'approche de Gringot? Oui, mais c'est ça, hein. En fait, il y a un argument majeur pour arriver chez nous, c'est quand même que vous ayez envie de vous embarquer dans l'aventure au service d'une cause, sûrement la cause la plus essentielle qui soit, c'est-à-dire l'agriculture et l'alimentation. Donc ça, souvent, ça suffit à attirer les gens sur la base de cette promesse qui est qu'on va tous travailler ensemble au futur de notre alimentation. Je pense que ça, malgré j'allais dire, le contexte politique très défavorable, malgré les détricotages récents que vous avez vu passer à l'Assemblée nationale, la loi du plomb au Sénat, enfin bon, malgré tout ça, enfin, et surtout à cause de tout ça, on a plus que jamais besoin de défendre notre agriculture et des modèles alternatifs qui demain devront devenir les modèles mainstream. Donc tout ça donne un sens particulier à notre mission qui fait que les gens veulent nous suivre. C'est pas des millions de personnes, mais c'est des milliers de personnes qui nous suivent à l'heure actuelle. On a en l'occurrence 2700 et quelques investisseurs. Comment est-ce qu'à la fin on s'en sort quand même d'un point de vue rendement, pour pas dire aux gens suivez-nous et perdez votre argent. Euh, on a quand même la chance, de s'appuyer sur un investissement qui est quand même très tangible, qui est la terre. Si vous mettez dans une approche un peu catastrophique de qu'est-ce qu'on vaudra tous demain dans 100 ans, bon, en vrai, quoi de plus important que d'investir en commun dans la terre, d'une part. Et deux, on a quand même l'État. Donc là, j'ai fait le mauvais côté de la politique, mais le bon côté, c'est quand même qu'on est soutenu grâce à une réduction d'impôt qui fait que les gens qui investissent, disons, 1000 euros, s'ils ont un peu d'impôt sur le revenu à payer, bah, l'année d'après leur investissement, ils vont économiser sur leur impôt sur le revenu 250 euros. Donc il y a 25% du montant de leur souscription qui revient en réduction d'impôt. Et ça, quand on le met sur une durée de 7 ans, ça rapporte les quelques pourcents, 4-5% un peu plus, qui rendent le placement finalement pas si mal. Mais c'est une rentabilité, j'allais dire, subventionnée, sans que ça soit du tout péjoratif, parce qu'il faut que l'État, c'est-à-dire nous, on finance notre agriculture demain. C'est juste un choix collectif, hein, ça renvoie à tous les débats que vous voyez par ailleurs. Est-ce qu'on fait des choix désormais collectifs ou individuels pour notre avenir? Super. Ben, il reste 5 minutes, mais il reste quelques questions. Je pense qu'on va quand même les faire. Oui, Amélie demande, êtes-vous en partenariat avec une banque et cela vous permet-il de toujours rester indépendant dans vos choix? Et quel est le budget moyen pour installer une ferme? Donc, il y a deux questions différentes. bah, je commence par la plus directe, mais le budget moyen, c'est en gros des fermes que nous on finance. C'est 600 000 euros, mais c'est pas très loin finalement de ce qu'on voit passer sur le terrain. Les fermes les plus petites, c'est celles où il n'y a pas trop de terre et pas trop de bâtiments. Ça peut être dans les 200 000 à 300 000 euros, mais ça, c'est quand même très petit. Dès qu'il y a une maison d'habitation ou des bâtiments, un peu plus de terre, on va être vite à 500 000, 600 000, 800 000. Et puis, il y a évidemment des exploitations qui peuvent être la plus grosse qu'on ait fait, je crois, était à 2 millions. Et là, cette année, on a même des projets qui vont au-delà. Donc ça, effectivement, ça demande des financements bancaires. Est-ce qu'on est en partenariat avec des banques? On essaie de développer des partenariats, mais c'est plutôt, ce ne sera pas du tout des partenariats exclusifs. Ce qu'on souhaite, c'est que les banques, en gros, nous connaissent. De la même manière qu'elles connaissent les chambres d'agriculture et les SAFER, eh ben, il faut qu'elles connaissent FEV. Et donc, on essaie de plus en plus de se faire connaître des grands acteurs du financement agricole. Donc là, typiquement, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire, sont des gens avec qui on travaille en ce moment pour faire connaître nos services. Voilà. Mais sans que ça leur apporte quoi que ce soit, à part finalement de l'aide quand il s'agit de financer un dossier en commun.
Et donc oui, on va rester indépendant. De toute façon, il y a pas vraiment de forme de dépendance à partir du moment où on va être avec les connus des trois ou quatre banques que tous les porteurs de projets sollicitent de toute façon. Alexandre, du coup, demande si on travaille avec Terre de Liens. Peut-être que tu peux rappeler la différence aussi avec Terre de Liens, qui est une foncière un peu plus connue que FEV, enfin un peu plus vieille aussi. Tout à fait plus vieille, puisqu'ils ont commencé il y a quasiment 20 ans avant nous, hein. Euh, Terre de Liens, quand on a monté FEV et qu'on a découvert les licences de Terre de Liens, comme ça se passe toujours quand on monte une boîte, hein, on découvre son écosystème en marchant. On s'est posé la question de quelle était finalement notre différence d'approche. Dans les faits, il y a tellement de choses qui sont en commun, et puis il y a une différence qu'on a créée parce qu'on n'était pas forcément complètement aligné avec la vision de Terre de Liens sur ce point-là, et c'est le fait d'être capable de rendre la terre aux paysans s'ils le souhaitent l'acheter, donc de créer une option d'achat. Et c'est fondamentalement la seule différence, ou presque, puisque d'un point de vue gouvernance, d'un point de vue structuration, fondamentalement, les projets sont un peu les mêmes. Après, comme vous le savez, vous avez posé des questions dans ce sens-là, on a à cœur aussi d'aider de plus en plus les agriculteurs et agricultrices en aval. Et à ce titre, je pense qu'on va développer de plus en plus de services, y compris des services numériques, pour aider nos agriculteurs comme ça. Chose qu'a priori, sur lequel n'est pas vraiment partie Terre de Liens, mais voilà, l'histoire s'arrête là, on est vraiment très très similaires. Est-ce qu'on travaille ensemble? On échange énormément avec eux. Pour la petite histoire, et c'est encore arrivé récemment, il y a une méfiance historique de Terre de Liens à notre égard parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qu'on fait là, quelles étaient nos intentions et quel était notre degré de sincérité. On a planifié N fois ces discussions avec eux, y compris récemment au Salon de l'Agriculture. Occasionnellement, on tombe toujours sur des gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'on est là. Voilà. Mais nous, on fait tout ce qu'on peut pour être en très bon terme avec Terre de Liens et il n'y a pas de raison que sur le long terme, on ne le soit pas. Voilà. Après, est-ce qu'on travaille ensemble directement? Non, puisqu'en fait, on fait des métiers similaires pour des porteurs de projets qui ont des projets de vie différents. Donc, on est parfois sur les mêmes dossiers, mais plus rarement. Et par contre, est-ce qu'on va travailler ensemble dans le futur? Bah, j'espère, parce que je pense qu'on aura des sujets de lobbying communs. Et donc voilà, nous on fait tout pour être capable de travailler avec eux. Ah, t'es en mute. Pardon. Il y a Aldo qui dit, est-ce que vous avez acheté est-ce que vous achetez des fermes complètes ou juste du foncier cultivable? Si, ou les deux, dans quelle proportion? Et pour le foncier seul, quel type de ferme se met en place dessus? Alors, oui, on achète parfois que des terres agricoles seules, et dans ces cas-là, souvent, il y a des bâtiments à côté, et les bâtiments sont pris en charge par les porteurs de projets, via un financement bancaire classique, ou parfois un apport. Il y a parfois des terres et aucun bâtiment, mais c'est un peu plus rare. Et de toute façon, nous, on se fixe une proportion maximum de 30% de bâtiments en valeur, parce que ça, Terre de Liens le sait très bien, et tous les acteurs de la filière le savent. Les bâtiments, c'est juste des sources d'ennuis. Et donc, nous, on a choisi de compartimenter nos ennuis à 30%. Voilà. Mais on est les acteurs les plus, j'allais dire, les mieux disants là-dessus, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont refusé de financer complètement les bâtiments, et même Terre de Liens, qui le faisait à une époque, le fait de manière beaucoup plus parcimonieuse maintenant. Donc voilà, on est ceux qui finançons les bâtiments, et voilà, jusqu'à ce qu'on en ait marre, parce que ça devient effectivement ingérable, mais pour l'instant, on le fait. Très bien. Antoine, j'ai pu échanger avec des membres de l'équipe sur le salon de Change Now récemment. En dehors de cet événement, quelle est votre stratégie de communication, visibilité, pub, RP, sponsoring, mécénat, influence? Ben, on fait tout. C'est Colline qui fait ça. On fait tout, hein. Alors, il manque peut-être un truc d'ailleurs qui n'est pas marqué là, c'est les événements physiques, qui sont un des trucs assez emblématiques où on réunit notre communauté d'investisseurs et on les met face à nos agriculteurs, ceux qui ont accepté de bosser avec nous. Et ça, c'est souvent des échanges très riches puisque ça permet de poser des questions, voilà, les citoyens posent des questions aux agriculteurs et on a parfois des soirées qui terminent à 23 heures parce que tout le monde est passionné par ces histoires-là. Et après, oui, de l'influence, on en fait un petit peu en ce moment. Beaucoup de pubs digitales, beaucoup de RP. Vous nous avez peut-être déjà croisé, notamment, alors ça peut être presse nationale ou presse régionale. On a beaucoup fait de SEO dès les premiers jours. Dès 2020, on a commencé à écrire des articles pour que les gens puissent nous trouver. Et après, on fait des réseaux sociaux aussi. Et voilà, enfin, on fait tout. Des collabs partenariats, synergie avec l'enseignement supérieur et la recherche publique. Alors, formalisé, il y en a assez peu encore, mais un truc qui est nouveau depuis, je dirais, un an et qui est en train de se concrétiser en ce moment, c'est que cette plateforme dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Lagrange, elle a retenu l'attention un peu de manière inattendue
enfin, inattendu pour nous, typiquement de profs en BTS ou en BPREA, qui commencent à se rendre compte que c'est un super contenu pédagogique pour leurs étudiants. Et donc là, on est en train de travailler avec des premiers partenariats de BPREA. Typiquement, là, on a des discussions avec un BPREA dans le Gers, ou un BPREA de Laval également. Et ces gens-là, en fait, ils souhaitent regarder comment se servir de Lagrange pour agrémenter le parcours pédagogique de leurs élèves. Donc, je pense que ça finira par venir. Et de manière générale, je pense qu'on aura oui, des relations avec le domaine de la recherche, notamment dans le cadre d'un truc que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent, qui est notre nouveau fonds de dotation qu'on a constitué il y a maintenant 2 mois à peu près, et pour lequel on va lever un petit peu d'argent pour faire progresser à la fois l'état de l'art et la diffusion des pratiques dans le domaine de ce qu'on appelle l'agriculture biologique de conservation. L'agriculture biologique de conservation, c'est un peu le Graal de l'agriculture, où on fait converger les côtés positifs de ce qu'on fait déjà chez FEV, hein, l'agriculture biologique, que vous connaissez, hein, qui est un label européen depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, mais aussi d'une autre discipline qui est un peu plus récente et peut-être un peu moins encadrée, qui s'appelle l'agriculture de conservation des sols. Et la conjonction de ces deux trucs-là, bah, c'est un peu la martingale que tout le monde cherche, où on n'utilise pas d'intrants de synthèse, donc notamment pas de pesticides, et où en plus on préserve la qualité des sols et de la biodiversité. Et voilà, donc ce fonds de dotation, il va travailler là-dessus et donc va avoir très certainement des collaborations à développer avec la recherche académique au sens large. Je crois qu'il y a Morgane aussi. Oui, Morgane. Oui, du coup, bonjour, c'est moi qui ai posé la question sur l'enseignement supérieur et la recherche, puisque c'est ma nouvelle maison. Ok, ben super, voilà. Ben, je vais suivre ça de près et puis au plaisir d'échanger peut-être à un autre moment pour voir ce qu'on pourrait mettre en place peut-être entre mon université et FEV, même si ça paraît pas être de domaines qui doivent se rencontrer, mais ça c'est un de mes dadas, faire du lien là où ça n'existe pas a priori. Super. Oui, et il y a Simon aussi, qui est cofondateur de FEV, qui intervient souvent à l'agro-ParisTech, notamment parce qu'il c'est un ancien, mais il peut aussi faire des interventions sur certains sujets, donc c'est intéressant aussi. Bah, je pense qu'on arrive à peu près au bout. Marc, Oui, si tu donc veux. s'il n'y a pas d'autres questions, merci de m'avoir un peu ouvert. C'est pas que des questions que j'avais en tête, donc c'est chouette de balayer ça de manière large. J'espère que ça a répondu à vos attentes. S'il y a d'autres questions qui vous viennent, peut-être là en clôturant cette réunion, n'hésitez pas à les envoyer à, je sais pas quelle adresse on a, mais une adresse communication ou Ouais, Colline. je vais mettre la mienne, comme ça sera plus rapide. Et on essaiera peut-être d'y répondre soit par mail, soit on fera peut-être un vocal ou je sais pas. Voilà. Et donc voilà, merci encore à toutes et à tous pour votre participation. Et puis, comme tu disais, Colline, on a un super webinaire. Là, je pense ça va être un gros webinaire, beaucoup d'inscrits justement sur cette thématique de l'agriculture biologique de conservation. Franchement, moi, c'est un des trucs qui me donne l'espoir. Voilà, j'ai essayé de pas être trop déprimant, mais je ne vous ai pas non plus donné des gros espoirs. L'agriculture biologique de conservation, si on arrive à faire ça, c'est une belle agriculture vertueuse pour tout le monde, avec des rendements qu'on espère corrects. Et voilà, il y a des gens qui sont déjà en train de travailler là-dessus. Il va falloir leur donner des moyens de déployer ça à plus grande échelle. Et donc là, on a 2 spécialistes qui vont parler de ça lundi à 12h30, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va être super. Ouais, ça va être super, j'en suis sûr. Et bien, à bientôt tout le monde. Merci à tous. Bientôt.